Yes sir, en direct, phase 2, parce que c'est la deuxième fois qu'on essaie de se mettre en ligne. On va l'avoir, on va l'avoir. En direct, la terrasse des Mordus avec mon chum Tommy Archambault, spécialisé, courtier spécialisé en financement. Donc, il fait aussi du courtage immobilier régulier, mais il est surtout spécialisé en financement pour les constructions neuves. C'est bien ça? Oui, absolument. Dans le marché du neuf, qui est un gros segment de marché en ce moment. Parfait. On va le présenter un petit peu mieux tantôt, le temps que les gens vont se loguer. Donc, je vais faire un petit refresh sur mon écran pour nous voir en direct. Et voilà, on est en direct. Ben oui, c'est beau cette affaire-là. En direct, la terrasse des Mordus, je le répète. Donc, prenez le temps de vous loguer. Dites-nous un petit bonjour, être certain que tout fonctionne bien. Ensuite de ça, taguer un ami pour lui dire qu'on est en onde directement. C'est un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, vous pouvez taguer un ami. Je vais le faire de mon côté aussi. Partagez l'événement, partagez le live. Donc, je vais le partager sur mon profil personnel et sur une de mes pages. Donc, je partage ici. Et voilà. Donc, on est déjà 10 en ligne, ça va bien. On aime. On a Daniel Larabie qui nous dit bonjour, Yann Henrichon. Deux mordus qui sont toujours dans les premiers. Je vais juste essayer de changer mon visuel, parce que d'habitude. Comme ça. Et voilà. Ah non, là, j'ai pas les tags. Ah, ça va bien. Caro, c'est tout mélangé. C'est ça, là? Non. Bon, ils ont changé le format. Il faut croire qu'ils ont changé le format. Ça se peut-tu? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ben, j'essaie d'avoir les tags, mais c'est correct, je vais survivre. On va survivre. Fait qu'on a une belle heure et quart, heure et demie à passer avec vous. N'oubliez pas, le concept est super simple et mordu. On a un spécialiste, financement hypothécaire de multilogement, surtout dans le neuf, projet de construction, bridge, mezzanine. Donc, si vous avez des questions, commencez à les poser tout de suite. Il faut se dépêcher à avoir un bon fil de discussion là, pour que ce soit intéressant. C'est une seule appel. Bonjour, Daniel Adam, un fidèle mordu, toujours à nos événements. All right. Daniel Larabie, je l'avais déjà dit. Chantal Huberdeau, yes, il fait beau. Certain qu'il fait beau, Chantal. Donc, je répète, en direct de la terrasse des Mordus. Première belle journée de beau temps, donc j'ai sorti ma chemise à manches courtes. Profitez un petit peu. Là, on se cachait du soleil pour être certain que vous ayez une bonne vision. Mais il fait tellement beau. Est-ce que tu pourrais prendre 2 petites secondes, nous expliquer exactement c'est quoi ton rôle dans ta firme? Absolument. Donc, chez Levier, on est une firme intégrée spécialisée en immeubles à revenus, avec une forte propension là, depuis 2-3 ans au niveau du financement. Alors, autant qu'on fait du financement que du transactionnel, je veux pas la business étant ce qu'elle est. Mon nom était fait dans le marché avec la finance. J'arrive du côté de la finance. Ouais. Fait que c'était une partie de la business que j'ai voulu intégrer puis pousser un petit peu plus loin. Depuis 2-3 ans, les immeubles à revenus neufs, il y a eu une recrudescence de la construction de ce type d'actifs-là. Oui, ben, on a vu qu'avant 2-3 ans, c'était beaucoup du condo. On était dans le condo, les gars faisaient du condo, les constructeurs étaient Ils louaient finalement. Ça allait bien, à un moment donné, on a vu un chiffre qui commençait à les louer parce que les ventes allaient un petit peu moins bien. Exact. Ça a été naturel pour eux de prendre le terrain, continuer à les faire produire en se retournant. Bon, on a moins de ventes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la mathématique marche au niveau de la location? Les prix au pied carré augmentent, les taux d'intérêt baissaient, les TGA baissaient. Fait que ça créait une belle conjoncture. Fait que j'ai été relativement... j'ai décidé d'en faire un petit peu mon arme principale, de rentrer dans ce marché-là, puis de tenter d'optimiser la finance du côté de la construction multirésidentielle, financement long terme une fois qu'on est stabilisé, puis on amène des actifs sur le marché maintenant aussi. Parfait. Vous êtes combien dans votre firme? On est 2 associés avec une analyste à temps plein. Donc, c'est un petit cabinet boutique. Ouais. On s'occupe de moins de clients, moins de volume, et sur des dossiers de relativement bonne envergure. Je ne prends plus de dossiers en bas de 2 millions de financement ou transactionnel. Moyenne des transactions puis du financement vont être entre 4 et 8 millions. Mais j'ai des transactions jusqu'à 25, 30, 40 millions aussi. OK, donc du gros multilogement. Ouais, je fais du multi là, de moyenne à grande envergure. Et qu'est-ce que tu pourrais donner, comme ça à brûle pour point, là, on n'avait pas préparé la question, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui débute, puis que pour lui, ça peut sembler gros comme financement? Écoute, dans ce game-là, c'est d'être très bien préparé. Je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais rencontrer des gens initialement dans le début de projet, au tout début, quand c'est encore à la limite même au mode embryonnaire. C'est ce que j'aime faire beaucoup. Je rentre avec mes clients très tôt. Parce que veux pas, si on est quelqu'un qui a construit du condo depuis plusieurs années,
Ça ne veut pas dire que tout à coup, parce que le marché change puis que ça devient un marché qui est propice au multilogement, que tout à coup, on sait exactement comment ça fonctionne. Fait que rencontrer une bonne personne qui a des qualifications, qui est spécialisée là-dedans, d'aider à bien partir le dossier. Il faut être prêt dès le début. Ouais. Donc la préparation, jamais assez. Caro, peux-tu aller chercher une petite mousse? Il y a des internautes qui attendent le vent puis il a perdu sa mousse. Tom Archambault, il mange nos mousses. Donc on va y remettre une mousse pour ceux qui entendent le son. Là, ça va, qui entendent le vent dans le son, là, ça va aider. Ça va aider. On ne l'entendait pas tantôt lors de nos tests. Donc inquiétez-vous pas, c'est juste qu'on a perdu une des deux petites mousses. Les fois, elle reste dans la chemise. Moi, je ne l'ai jamais eu de début. Tu l'as pas eu dès le début? Non, on l'avait perdu d'avance. Donc, où est-ce qu'on est rendu avec ça? Ça m'a déconcentré. Gestion de la mousse, pas simple. Oui, c'est en plein ça. On va gérer la mousse. Hey, juste pendant qu'on gère la mousse, juste vous dire, j'ai ici le nouveau magazine des mordus. Donc ça, c'est le back, parce que j'ai juste 2 pages. Et ça, c'est le front. Donc, Brigitte Lafleur, qui va être notre nouvelle personnalité sur le front du magazine. Il vous reste encore quelques jours pour vous abonner, puisque ça part en impression bientôt. Puis évidemment, les abonnés, l'impression est numérique sur le magazine. Ça va être important de vous abonner d'ici vendredi, samedi, dimanche, là, pour que lundi matin, on puisse remettre la liste numérique. As-tu la petite mousse? Tu l'as pas trouvé? Mais elle était dessus tantôt, fait que d'après Mais dans la boîte, il y en a dans le Moi, fond. depuis que je l'ai installé, je ne l'ai jamais eu. Il n'y en a pas dans le fond de la boîte? Ben oui, il y en a. En principe, dans le fond de la boîte, il y a supposé en avoir dans le sac. Sinon, on va trouver une solution. Inquiétez-vous pas, je vais arrêter le vent avec la pensée. Good! On va y aller pour une première question tout de suite. Si jamais un trop gros problème de vent, on se réajustera. Mythe ou réalité du financement pour construction neuve? Est-ce que tu peux nous dire là, ce que tu entends souvent et qui est complètement faux là, dans le financement du neuf? Il y a plein de mythes c'est-tu 75% des coûts de construction? C'est-tu 75% des coûts de construction plus la valeur du terrain? On va installer ça pour être certain que les gens... Non, on avait raison, il n'y a plus de boule. Donc, tu peux peut-être essayer de mettre ton micro par en dedans. Ça va couper le son de la... Ouais, sur le côté. Comme ça? Ouais. Ça devrait être pas pire. Et voilà. Tu me dirais si ça change. On nous entend bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commenter le volume, le son? Est-ce qu'on m'entend bien? Il y a un petit délai. Oui, le son est bon. Bon, parfait, on y va. Fantastique. Donc, les mythes. Mythes et réalités, je pense que c'est important de partir de la base. Mettons qu'on essaie de rendre ça le plus facile possible. Puis je ne montrerai pas tout de suite dans un exemple d'un trop gros dossier. Parce que plus les dossiers sont gros en multirésidentiel, ce qui est le fun, c'est plus on a des alternatives un peu flyées. Et si on veut parler dans un dossier de petite à moyenne envergure, ce qui va intéresser la majorité des gens, si on part du début, c'est relativement simple. On part avec un financement qui est à 75% des coûts de construction. 75% des coûts, c'est quoi les coûts de construction? C'est souvent là où je trouve qu'il y a une disparité dans le marché où les gens, c'est souvent pas clair. Est-ce que c'est juste mes coûts de construction? Est-ce que c'est mes frais de développement? Est-ce que c'est mes soft costs? Est-ce que ça inclut mon terrain? Est-ce que ça inclut les taxes? Le gaz dans le char du développeur. Exactement. On les voit souvent avec la facture d'essence. Les frais de financement, les frais de gestion, un promote. Alors, il y a un paquet de façons, il y a toutes sortes de frais qu'on peut imbriquer dans un financement de construction, mais il faut garder à la base, quand on parle de 75% des coûts, qui est la norme, j'ai des dossiers jusqu'à 80, 85, 90, 100% des coûts. Mais ça, je parle pour la norme, on est à 75% des coûts de construction. On inclut notre valeur de terrain, notre coût de terrain, nos coûts de construction hard cost, alors la main-d'œuvre, la brique, le béton, le bois, les fenêtres, les soft costs, nos frais de développement, l'urbaniste, l'architecte, les ingénieurs, le légal, les plans, le permis à la ville, tout ce qui est ça. Convention de copropriété, si c'est des condos. Si c'est le cas, ou si on est dans un projet de
de multiphase dans un projet intégré. Alors ça, on a nos soft costs. Et puis, évidemment, on a notre terrain initialement. OK. Alors, quand on prend tout ça ensemble, c'est ce montant-là qu'on vient financer à soit 75, 80, 90. Ce qui est important aussi, souvent, ce qu'il faut démystifier, c'est que 75 incluant le terrain dans nos coûts de construction, il faut faire attention. Si j'achète mon terrain avant de commencer ma construction, le terrain, lui, ne sera souvent pas financé jusqu'à hauteur de 75 %. Les institutions financières conventionnelles vont aller entre 50 et 65, dépendamment de la force du client, dépendamment de la qualité du site, dépendamment du track record. La géolocalisation vraiment importante. Ben oui, puis qui est en arrière de la transaction? Est-ce que c'est des joueurs avec qui on est très habitué, qu'on connaît, qui ont une solidité financière, on peut monter dans qui ont un bon portfolio aussi. Absolument, indépendamment. Ça peut être un premier, mais qui ont déjà fait beaucoup de condos ou d'autres types de projets, puis il y a une certaine solidité, une crédibilité au niveau de... Ce qui est important pour les banques, c'est de savoir que quelqu'un va amener son projet à terme à l'intérieur des coûts. C'est un des gros problèmes. Exactement, parce que le plus gros problème dans les financements de construction, ça va être... Ben, écoutez, ce qu'on veut pas qu'il arrive, c'est une construction qui arrête en plein milieu. Exactement. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Alors, l'institution financière, manque de fonds, on se rend compte qu'on n'a pas construit le bon produit en cours de route, qu'il n'y a aucune absorption, que ce soit au niveau de la location, ça ne se prend pas, les clients ne viennent pas. Je suis allé construire des 2,5 dans une place qui demandait des 5,5, ou je suis allé mettre des 3 chambres dans une place où tout le monde me demande du 3,5 de chambre. Exact. Alors, il y a un bon travail. Quand je vous disais rencontrer des professionnels qui connaissent vraiment ça dès le début, c'est d'approcher des gens qui vont vous enligner pour aller vers les bonnes ressources, qui vont faire des bonnes études de marché. Qu'est-ce qu'on a besoin de construire sur un site donné pour que ça fasse du sens, où qu'on va avoir le meilleur taux d'absorption possible. Parfait. Bien évaluer aussi la valeur du projet une fois qu'on est construit. Parce que c'est le fun, les coûts de construction, mais ça vaut combien une fois qu'on l'a terminé? Hyper important. Parce que ça peut être très relatif, la valeur. Le nombre d'entrepreneurs qui rentrent dans mon bureau, qu'on se rend compte qu'en faisant leur coût, je fais une modélisation de qu'est-ce que ça vaut au niveau du long terme, puis on se rend compte par le fait même dans le bureau, si un building vous coûte 3 millions à construire puis qu'il en vaut 2,7 au final, c'est peut-être pas une super bonne idée. Non, ça va être compliqué. Exact. Qu'est-ce que tu vas faire pour le refinancement à ce moment-là? Si on s'en rend compte, c'est déjà commencé. On peut modifier la... Je vous dirais que dans mes dossiers, ça n'arrive pas souvent parce que je vais prendre le monde d'avance. On le sait déjà d'avance. Mais si ça... Nous, l'intérêt d'avoir un vrai professionnel qui va s'occuper de notre dossier. C'est certain, parce que l'erreur, si on a commencé et qu'on s'en rend compte juste à la fin, le dommage est fait. On ne peut plus rien faire. Fait qu'on va aller chercher le meilleur financement possible que la bâtisse permet. Puis on va peut-être se rendre compte qu'on en laisse pas mal plus dans le projet que ce qu'on avait prévu au final. Exact. Parfait. Donc, n'oubliez pas, le concept est simple. On pose des questions. Caroline va m'envoyer la question à chaque fois qu'elle va rentrer. On a un spécialiste en financement hypothécaire de construction. Courtier aussi. Tu fais aussi des transactions. Oui, alors en fait, je suis la seule. Est-ce que je ne suis pas trop gêné de dire, je suis pas mal la seule firme intégrée où je peux prendre un client dès le début, faire le financement de construction avec lui. Une fois qu'on a construit et qu'on a stabilisé l'actif, je vais aller négocier le financement à long terme, soit conventionnel ou la plupart du temps avec la SCHL. Une fois que l'actif est construit et stabilisé, je vais venir mettre la dette long terme pour racheter le financement de construction. Puis ensuite de ça, je peux amener l'actif aussi sur le marché. Alors, il y a des dossiers que je fais ici beaucoup sur la rive sud, la rive nord à Montréal, où je vais embarquer, je peux être là pendant 1 an et demi, 2 ans avec le client, où on va construire, financer pour la construction de l'actif, stabilisation ensuite avec la SCHL et vente par assumation sur le marché. Alors, c'est un dossier qu'on peut faire en 3 temps. Donc, d'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Alors, mais je peux évidemment, souvent, j'interviens à partir soit du long terme, soit juste pour la transaction, soit juste pour le financement de construction. Parfait. J'ai retrouvé mon écran. All right. Je ne sais pas ce que j'avais fait, mais j'ai retrouvé mon écran. Donc, ensuite, on a... C'est quoi la différence entre les financements d'immeubles? On entend souvent parler de bridge, de mezzanine, de prêt final, comme je disais tantôt, on s'attend que c'est de très long terme. Là. Mais c'est quoi la différence entre un prêt construction, un bridge, une mezzanine? C'est une très, très bonne question. Je pense que c'est des bonnes notions à démystifier dans le marché parce que j'entends toutes sortes d'affaires à longueur de ça. Quand on parle d'un prêt de construction, c'est vraiment pendant qu'on construit. Alors, je pourrais même dire, on pourrait même en rajouter un au début. Souvent, il y a une acquisition de terrain qui est faite avant ça. Ouais. Alors, souvent, on a un financement de terrain qui est fait. Appelons ça à 50, 60, 65 %. Il y a des mécanismes de levier où je suis capable d'aller mettre la dette de second rang pour aller mettre du leverage sur un financement de terrain. On a déjà fait des terrains à 100 % avec les bons joueurs sur les bons sites. Mais gardons en tête, on fait un financement de terrain initialement pour faire l'acquisition de la base, du fond de sol. Ensuite de ça, dans un deuxième temps, on a le financement de construction. C'est lui qui va être, grosso modo, entre 75 et 90 % des coûts.
qu'on va aller mettre pour racheter notre terrain et construire l'actif. Le bridge, lui, va venir après si on en a besoin, ce qui n'est vraiment pas tout le temps le cas. Le bridge de construction, quand on appelle un vrai bridge, c'est normalement, je suis capable de construire, de louer assez rapidement, assez bien, qu'on n'a pas besoin d'utiliser un bridge, qu'on est tout de suite capable d'attendre un petit peu, d'aller chercher notre financement SCHL à la fin pour venir racheter notre prêt de construction. OK. Le bridge loan, lui, le bridge financing, il est là si jamais on a fini de construire, mais disons qu'on est juste loué à 50 %. Pour présenter, moi, un dossier de neuf à la SCHL, j'ai besoin d'être à 80 % occupé. OK. Des fois, j'ai fini de construire, on n'a pas loué assez vite, ou pour une raison ou une autre, on a construit très rapidement. Je n'étais pas dans une période de location, on n'était pas juste pas dans la bonne saison. Je serais prête à aller voir la SCHL parce que mon building est fini, mais je n'ai pas mon niveau de location en place. Puis mon prêteur de construction, lui, de l'autre côté, il est comme moi, on avait dit 12 mois, j'aimerais être repayé, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est le bridge financing. C'est là où on peut aller chercher un prêt qui va venir se mettre entre les deux pour racheter le prêt de construction, mais qui n'est pas encore mon vrai financement à long terme. Alors, on va venir, il y a des prêteurs qui sont là pour ça, 6 mois, 1 an et demi maximum, dépendamment de la grosseur du projet, pour qu'eux vont nous attendre, vont payer la banque, vont nous attendre un peu plus cher que la banque, puis au final, on va les racheter quand on va être prêt à aller à 80 %. Puis eux, là, il n'y aura pas de terme en tant que tel. On va savoir que c'est juste pour Souvent, on va mettre un terme parce qu'on a besoin d'avoir un terme à ce type de contrat-là. On va mettre des 12 mois, des 6 mois ou des 12 mois ouverts avec des renouvellements. Fait que ça peut être des 6 mois renouvellement, 12 mois renouvellement, mais il va y avoir des conditions où on peut les rembourser en tout temps. Est-ce que c'est mon banquier qui va faire ça ou c'est quelqu'un d'autre? Non, très rarement. Ce qu'on essaie de faire, ce que j'aime bien faire, c'est de tenter de m'asseoir dans un premier temps avec mon financier de construction, de voir s'il est capable de m'attendre un petit peu plus longtemps avant d'aller régénérer des frais ou embarquer un autre prêteur pour 6 mois de temps. Mais des fois, on sait qu'on ne pourra pas le faire. Fait que c'est là que ça devient important d'avoir accès à des bons prêteurs alternatifs. Ça peut même être, dépendamment de la grosseur du dossier, ça peut très bien être des firmes comme la tienne, des fonds comme les tiens, qui sont très efficaces à venir se mettre dans un scénario qu'on comprend bien. Tu es un gars de multi, tu comprends bien la game. Aller t'installer pendant 6 mois de temps sur une belle transaction, que tu es confiant. En sachant que l'immeuble est propre. Bien parce qu'il est construit, neuf, on a déjà 50 % de location, puis dans 6 mois, on est au long terme à SCHL, que tu vas te faire ressortir. C'est de la belle business là, pour des firmes comme la tienne, des firmes alternatives, dépendamment de la grosseur. C'est exactement là où on se spécialise. C'est d'aller chercher le marché que les banques n'ont pas. Exact. La banque, c'est pas qu'ils veulent pas vous le financer, c'est parce qu'avec les taux, c'est pas leur mandat, puis les taux qu'ils chargent, il y a tellement d'intervenants dans une transaction que ça leur coûterait plus cher de monter la transaction pour 6 mois. Leur business case est fait en fonction d'avoir des financements d'un volume énorme puis d'un risque un gros volume, très exactement. Fait qu'ensuite de ça, le bridge, on l'installe si on en a de besoin. Dans le meilleur des mondes pour le client, je parle toujours pour le client, on finit notre construction, on est pratiquement loué, on est prêt à aller à CHL, on rachète notre prêt de construction. Et si on a besoin, puis ça arrive quand même relativement souvent, il y a un bridge financing qui vient se mettre au milieu pour supporter, qui est hyper pertinent dans l'équation globale, pour venir justement sécuriser ou stabiliser une transaction, payer le financier de construction, puis attendre qu'on soit prêt à aller avec CHL pour racheter le prêteur entre les deux. Exact. Parfait. Puis le fait, après, si on veut, le financement à long terme qu'on appelle, qui est vraiment la dette qui va être là pour 30, 35, 40 ans. On sait que dans le neuf, on peut facilement. Je fais du 40 ans facilement. Mais ça, c'est un autre mythe. Là, on entendait dire qu'il y avait plus de 40 ans, mais dans le multirésidentiel neuf, la prime SCHL va être de combien dans ce cas-là? En fait, il faut démystifier. Là, quand on dit qu'il y a plus de 30 ans, la SCHL, c'est vrai qu'il y a un an, ont baissé leurs amortissements, mais juste au niveau du 1 à 4 logements. Alors, c'est là que des fois, les gens, il faut faire la part des choses, il faut être vraiment bien informé. La SCHL, c'est rendu 25 ans dans du 1 à 4 logements. Mais moi, dans le multirésidentiel, la norme, c'est 25, mais personne ne fait des deals à 25. On a du 30, on a du 35. Il y a des prêteurs qui ne veulent pas dépasser ça, mais le produit est disponible. La SCHL va faire du 40 ans facilement dans les dossiers de neuf. Moi, là, je fais du 40 ans d'amortissement. Donc, c'est pas la SCHL qui le refuse, c'est le prêteur qui dit... Souvent, c'est le prêteur qui dit, nous, à 35, on arrête. Il y a des prêteurs que, pour certaines politiques internes, à 35, ils arrêtent. Mais je veux dire, on a en masse de très bons prêteurs. Si je veux du 40 dans du neuf, j'obtiens du 40 pas mal quand je veux. Parfait. Donc, on commence à être une belle gang. N'oubliez pas, très important, si vous venez vous loguer, il faut partager le live, taguer un ami qui pourrait être intéressé par du financement de construction, toutes sortes de financements. On parle de ça. Le concept, c'est simple. Vous devez poser une question. Donc, on attend vos questions. On est en train de préparer le lancement du prochain magazine qui va avoir lieu le 23 mai. Donc, on va avoir tout le showroom de Audi Parc Avenue à notre disposition. Service de bar, jazz band,
Ça va vraiment être extraordinaire. On a les restaurants du quartier 1030, l'Auroch, le Vestibule, la Tomate Blanche et le Bistrot Français qui vont nous servir des stations de dégustation. Donc, toute la soirée, on va se faire gâter par eux, puis on va pouvoir aller souper à ces restaurants-là après. Donc, mettez ça tout de suite à votre agenda. Le 23, on va avoir des très belles surprises à vous offrir. 23 mai, lancement du 11e magazine. Encore le temps de vous abonner. N'oubliez pas de nous poser des questions. Comment est-ce qu'on se prépare là, pour arriver et dire j'ai besoin d'un bridge ou j'ai besoin d'un financement de construction? Est-ce que c'est différent que de se préparer pour aller chercher une hypothèque? Une hypothèque standard, c'est facile. On a besoin de nos revenus, moins nos dépenses. Ça nous donne une valeur économique. On amène les justificatifs à notre banquier, puis le banquier, il monte une analyse, puis on a un prêt. C'est quoi la différence avec un prêt de construction? Honnêtement, ça se ressemble pas mal. L'analyse est faite un peu de la même façon. En fait, pour les emprunteurs, c'est exactement la même chose. Hein? On va aller chercher vos revenus, vos avis de cotisation, les états financiers de vos compagnies qui vont intervenir. On va faire un beau petit organigramme de qui demande ce prêt-là. C'est qui les acteurs impliqués, les actionnaires, le prorata, etc. Fait qu'on va aller bâtir un organigramme de c'est qui est en arrière de la transaction, à qui on va faire ce prêt-là. Puis bon, sur quoi qu'on fait ce prêt-là? Bon, ben, quand on est dans l'existant, on est habitué, c'est facile, le building est là, il y a des revenus, il y a des dépenses. On visite, Dans le neuf, on est en train de créer quelque chose qui va être là tantôt. Fait que c'est là qu'il est important de se préparer d'avance avec une bonne petite étude de marché, dépendamment de la grosseur des projets. Les projets en bas de 3, 4, 5 millions, l'étude de marché est rarement nécessaire. Les plus gros dossiers, on va aller chercher l'étude de marché, on va aller chercher une évaluation agréée pour savoir qu'est-ce qu'on construit, puis ça va valoir combien cette bébête-là. Exactement. Fait une fois qu'on a ça, encore là, j'ai pas de beau rendu là, j'ai pas de compte de taxes, on fonctionne surtout sur des projections. Alors, de là où on évalue ce que ça vaut. Ben oui, de là notre évaluation de marché, notre étude de marché et notre évaluation agréée deviennent extrêmement pertinentes parce qu'il faut vendre que ce qu'on va amener comme évaluation et comme étude de marché, c'est bel et bien ça qu'on va réaliser. Exact. Ce qui est important aussi dans le neuf, évidemment, c'est d'arriver avec un budget de construction très détaillé, surtout très fiable. Parce qu'il va être vérifié. Il y a un gros travail qui est fait à l'intérieur au niveau des institutions financières à s'assurer que c'est pas parce que tu viens me voir avec un 32 logements puis qu'il me dit qu'il coûte 4,8 à construire qu'on fait le chèque en bas de la. Qu'est-ce qu'il vaut aussi sur le marché? Là, qu'est-ce qu'il vaut? Mais tu vas-tu bel et bien construire ça pour 4,8? T'es-tu fait en bois brique? T'es-tu en light steel? T'es-tu en béton? T'as-tu des garages intérieurs? T'as-tu des ascenseurs? Fait que nous, on va aller faire un travail là-dessus, s'assurer que le budget est bon. Puis on va le faire surtout dans les plus gros dossiers, 5 millions et plus. On va tout le temps inclure un consultant en coût pour venir rassurer la banque à tous les mois que le consultant vient voir et qu'on est bel et bien en train de construire à l'intérieur du budget. Le consultant, il est au frais du consultant, toujours. Ça rentre dans les soft costs. Tu sais, quand on parlait tantôt de la portion soft cost, ça, c'est un budget qu'on va mettre. Ça va ressembler à quoi les coûts pour un consultant comme ça? Le consultant en coût pour ouvrir le dossier va charger entre 10 et 20 000, disons, comme ça. Encore là, il faut faire attention. On modélise selon la grosseur du logement. Mais mettons qu'on fait un building relativement standard, un 32 logements, qui vaut 6 millions. Ce qui va arriver, c'est qu'un consultant en coût comme ça va coûter peut-être entre 5 et 20 000 pour l'ouverture du dossier, faire l'analyse initiale, valider le budget initial, dire OK, c'est bon. Puis ensuite de ça, va revenir une fois par mois, puis il va nous charger entre 1500 et 3000 par mois pour faire la job à tous les mois, tout au long de la construction. Fait que ça peut quand même venir qu'à coûter un 30, 40, 50 000 sur un budget de construction. Facile, mais c'est obligatoire pour le financement. Parfait. Caroline me confirme que c'est le 24, donc je me suis trompé, c'est pas le 23, mais le 24. Fait que j'ai un événement à peu près tous les soirs cette semaine-là, je me suis mélangé. Le 24 mai, changez ça à votre agenda tout de suite, pas qu'on se trompe, vraiment très important. 24 mai à Brossard, Audi Park Avenue, lancement du magazine numéro 11 des Mordus, avec Brigitte Lafleur. Dans ce magazine-là, on parle de flip immobilier. Nous, l'autre que Jeff Tremblay nous a préparé un article à sa saveur à lui. Donc, ça va être super intéressant à lire. Je n'ai pas le temps d'aller encore. Tout a été corrigé aujourd'hui. Ça rentre sous presse demain. Quelles sont les qualifications qu'on doit avoir pour emprunter pour une construction neuve? Est-ce que c'est le même type de qualification que sur un dossier de multilogement? Encore là, c'est quelque chose qui est très, très typique dossier par dossier. Un dossier de construction ne va pas nécessairement nécessiter la même chose selon la grosseur du projet. Si on fait un premier projet puis on se construit un 6 logements bois briques ici à Saint-Hubert, pas d'ascenseur, pas de garage intérieur, pas mal plus dur de manquer son coup. La banque, ce qu'elle veut voir en arrière, dépendamment de la grosseur du projet, elle veut savoir que vous allez être en mesure de le faire et de livrer votre dossier jusqu'à la fin.
Alors, le CV et le bagage d'entrepreneur qu'on va demander à quelqu'un pour faire un 6 en bois brique versus une tour de 150 logements au centre-ville en béton avec 3 étages de stationnement intérieur est drôlement différent. Évidemment, on bâtit notre CV au cours du temps. Fait on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont se construire une coupe de 6, des 8, un 12, à un moment donné, bon, un 16. À un moment donné, ils viennent te voir. Es-tu prêt, Tommy? Je pense que j'ai un terrain, là, je pourrais faire 2, 32, 4 étages, ascenseur, garage intérieur. All right, on va aller voir. Ça fait 2 ans qu'on en construit. Ça va bien. Tu livres à l'intérieur de tes coûts. Tu réussis à louer à tes prix. Donc, moi qui installe un cadre et qui fait 8 trous, mon banquier ne me passerait pas. Là. Non, ce qu'il va te demander, par exemple, ça veut pas dire que non. Du bon staff. Entoure-toi bien. Alors, c'est qui va construire pour toi, puis c'est quoi son expérience à lui, puis on va demander de le faire intervenir au prêt. Okay. Parce qu'on va lui demander de faire signer au prêt. On veut pas qu'il s'en aille nulle part parce qu'on sait que c'est lui qui va être capable de construire. Exactement. Fait qu'il faut pas qu'il te plante là en cours de route. Donc, on va faire intervenir le constructeur au prêt. On va le faire signer, on va le faire cautionner pour être certain que vous chicanez en milieu de projet. Il ne lance pas les clés sur la table et il s'en va. On veut que le gars qui va matérialiser l'immeuble pendant le temps du financement de construction reste autour de la table. Parfait. Donc, le contracteur va avoir un intérêt étant donné qu'il est au prêt. Absolument. Good. Good. Parle-moi un peu de... Tu sais, moi, j'ai l'habitude d'engager des professionnels dans tous les domaines. Je pense que je pourrais aller voir mon banquier puis lui demander ce type de prêt-là. C'est quoi la différence entre aller me représenter moi-même puis engager un expert comme toi? Je me doute un peu de la réponse, là, mais je voudrais avoir ton opinion à toi. C'est toute la différence, je te dirais. Ouais. En fait, c'est différent. Quelqu'un comme toi qui patauge dans l'immobilier depuis longtemps, qui a des données, des contacts depuis longtemps, qui en a vu, qui a fait des prêts sur ce type de choses-là, t'es peut-être pas le meilleur exemple au monde. Malgré que, dépendamment de ce que tu as construit encore là, tu sais, des fois, on est très bon dans une sphère d'activité dans l'immobilier. Si tu avais besoin demain matin, tu vas te construire un 40 appartements avec ascenseur, garage, puis tu veux partir avec ça, clairement qu'on s'assoit ensemble, puis ton résultat final va être meilleur si je suis autour de la table. Il y a tellement d'angles en construction neuve. Avoir une autre idée, un autre tact. Ben oui. Juste être certain, ne serait-ce que pour être certain qu'on parte avec les bons professionnels, qu'on s'assure que notre valeur finale est bel et bien crédible. Hein? Évaluer des immeubles neufs pas encore construits, il faut quand même être game de nos affaires, développer une très grande expertise là-dedans, s'assurer qu'on est à l'intérieur des coûts, s'assurer, moi, je sais ce que les banques veulent et ne veulent pas entendre aussi dans un financement de construction. En serait-ce que pour aligner ton plaidoyer. Une relation avec tes banquiers. Moi, je vais demander un financement par 5 ans. Toi, tu vas en demander à toutes les semaines. Moi, je vais demander 150 millions. Tu sais ce qu'il va attendre à telle banque, tu sais ce qu'il va attendre à telle banque. Exactement. Fait que c'est de te diriger, ne serait-ce que de te diriger vers les bons banquiers pour le bon type de produit que tu fais. S'assurer que le dossier qu'on rentre est étoffé de façon quasi parfaite. On essaie tout le temps d'être parfait. Le plus possible. Alors, plus qu'on arrive proche de la perfection. Un dossier de financement, à la base, plus que tu arrives complet sur le bureau d'un banquier, moins que d'irritant, plus que tu vas avoir une acceptation. Plus qu'on a une acceptation. Puis, même si tu as la réponse à toutes les objections de ton banquier, plus que tu as d'objections, plus tu as de chances qu'il soit refusé. Absolument. Ou, des fois, je ne dis pas juste aux gens. Moi, je me vois comme un optimisateur de dossiers. Souvent, je suis premier à dire à un contracteur qui rentre dans le dossier, va frapper à toutes les banques, assis-toi, puis garage ta pile de papier sur la table. Tu sais quoi, tu vas avoir un prêt à un moment donné. Moi, je peux probablement te sauver, énormément de temps, puis on sait comment le temps, c'est de l'argent. Exact. L'entrepreneur, là, il faut que tu es en train d'étudier d'autres types d'investissements que tu pourrais faire, d'autres opportunités. Moi, je dis aux gens, tassez-vous de ça, laissez-moi ça entre les mains. Ça va aller beaucoup plus vite. On va tout de suite s'en aller à la bonne place, parce qu'il y a des prêteurs aussi dehors qui en font absolument pas ou que leur appétit est très, très faible. Fait qu'ils sont très peu agressifs. Je vois quand même des clients qui rentrent dans mon bureau et qui sont tous allés les voir. Moi, je te dis, tu aurais dû venir me voir au début. Ça fait 3 mois et demi que tu cours la ville. On aurait été à la bonne place, jour 1. Probablement que tu aurais déjà un prix en place depuis 2 mois et demi de temps. En plus du fait que tu n'aurais pas perdu ce temps-là parce qu'il faut que je recommence le travail. Des fois, le timing est important. Terminer de construire au mois de mai, c'est vraiment important pour le mois de juillet. Exactement. Et les erreurs que les gens font en cours de route, c'est assez fascinant. Je reçois même, les gens vont se faire une évaluation agréée. Je ne suis pas gêné de le dire. Il y a à peu près une évaluation agréée sur 2 ou sur 3. Que quand le client rentre, je la déchire, je la mets aux poubelles. Ça vaut absolument rien. L'évaluateur qui a fait ça ne devrait pas faire ce genre de dossier-là. Telle variable est complètement off-market. Alors, il faut recommencer. Donc, un deuxième frais, du temps perdu. Quand les gens viennent me voir au début, on a les bons professionnels, on va à la bonne place pour le financement, on sauve énormément de temps. Puis les gens aussi peuvent profiter de mon pricing power. C'est sûr que c'est pas sur mes clients que les banquiers se graissent au niveau de la tarification. Exact. Ils savent que quand moi je rentre,
ben, ils savent que je connais exactement les taux de marché de tout le monde. Fait que mon client ne se fait pas niaiser de ce côté-là non plus. C'est comme aller chercher un Ovechkin, mettre sur sa ligne, et s'assurer qu'on va compter plus de buts. Exactement. Es-tu amateur de scotch? Ouais. Une petite gorgée? Une petite gorgée. Je sais que tu as un autre rendez-vous après, fait qu'on va rester raisonnable. On va rester sage. La journée était longue, fait que ça avec plaisir. Ça va faire du bien. Absolument. Un petit Aberfeldy, 12 ans. Petit cheers à toi. Santé, mon cher. Santé, tout le monde. Très bon, ça. Hein? Ton opinion à toi sur acheter un Plex neuf ou acheter un vieux Plex? Deux segments de marché. Deux segments de marché complètement différents. Selon moi, en ce moment, puis je prêche souvent pour ça, l'immobilier est rendu plus cher qu'il était. Là. On est rendu avec des valeurs élevées, etc. On le sait. Selon moi, il y a deux nouvelles façons de faire de l'immobilier en ce moment. Il y a deux lignes directrices pour faire l'immobilier. Soit on achète un bel immeuble neuf, stabilisé, un beau 16, 24, 40 logements, dépendamment de nos moyens, construit selon le nouveau code, exécution parfaite. Pas de travaux à faire. Pas de travaux à faire pour les 15 prochaines années. Qualité de clientèle ailleurs. Clientèle impeccable, financement en place, on met un beau 10 ans là-dessus, sécuritaire, sur 40 ans d'amortissement, on s'assoit là-dessus, puis on va chercher un beau rendement, passif mais prévisible. Ça, c'est beaucoup de ce que je fais moi. Sinon, ce que j'aime dans l'usager, je trouve que l'usager maintenant, c'est surtout d'essayer de trouver des opportunités, ou peut-être qu'on achète des immeubles que les loyers sont tendus de leur marché cible ou dans leur marché, ou peut-être qu'ils ont manqué un petit peu d'amour, qu'on peut payer un prix raisonnable et qu'on a un plan à court moyen terme sur l'actif pour aller créer de la valeur assez rapidement. Mais c'est vraiment deux business complètement différents. La deuxième, il faut qu'on se lève les manches, qu'on aille travailler, puis il y a du travail. Plus de travail à faire. Les financements vont être très différents. On n'ira pas installer une belle dette sur 10 ans, 40 ans d'amortissement sur un immeuble usagé sur lequel on veut faire un work-up. On va aller prendre un beau financement conventionnel 1 an, on va aller voir un Jocelyn de ce monde, puis on va faire un financement d'opportunité avec un bon prêteur privé rapidement pour ramasser le dossier, peut-être le payer moins cher, nous aider quand on peut acheter vite, penser quelque chose, on peut payer moins cher, on peut avoir des belles opportunités ou à la limite on peut passer en avant de quelqu'un. Fait qu'on va se servir des services des gens comme toi ou à la limite une banque conventionnelle 1 an, mais peu importe, quelque chose qu'on peut retourner rapidement, qu'on n'a pas trop de frais si on brise le terme, mais qu'on utilise par opportunité 1 an, 2 ans, en attendant qu'on ait fait le travail pour éventuellement, l'idée c'est toujours d'aller mettre une dette moins chère. Les potentiels que tu vois de ce temps-ci sur ces immeubles-là, lesquels ont le plus de succès? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, conversion de chauffage, rénovation, amélioration. Conversion de chauffage, ça reste le classique. Le classique. Conversion de chauffage est classique. Parce que c'est sûr et certain que juste dire je ramasse un immeuble où mes loyers sont bien plus bas que la moyenne, il faut quand même que les gens sortent de là. On a la régie du logement. Il faut les négocier comme il faut. La régie du logement va mettre... On a du travail à faire. Si on ramasse une unité, j'ai travaillé avec un projet qui était très intéressant dans la dernière année, un 64 appartements où on avait 2 buildings de 32 appartements qui avaient 50% de taux de vacances. Ça, c'est le fun. Il y avait du travail à faire, il y avait de l'optimisation au niveau de l'énergie, mais on avait surtout déjà 50% des gens qui n'étaient pas en place. Fait que ça, c'est quand même le fun. On sait qu'on peut travailler, remettre tout de suite du nouveau monde avec des revenus beaucoup plus élevés. Fait un mix de tout ça, mais le chauffage restant pas mal le classique, la dépense d'énergie, mais les immeubles qui ont besoin d'amour, puis si on est capable d'avoir une rotation de clientèle assez rapide aussi. Oui, parce que quand on roule la clientèle, souvent on peut optimiser le logement, l'améliorer un petit peu, louer plus cher, renégocier les conditions, ajouter des frais pour le stationnement, le cabanon. Là, quand on est prêt, mais éventuellement, on va mettre une dette moins chère avec la station. Parfait. Qu'est-ce que tu conseillerais à ton meilleur ami qui vient de se bâtir un plex de 6 logements? Et puis là, il est en choix. Est-ce qu'il le finance, il le loue puis il vit des revenus ou est-ce qu'il le vend? Bon, on arrive à... Dans les coûts de construction, là. Lequel des deux, selon toi, va être honnêtement, ça dépend toujours où est rendu l'investisseur ou le constructeur dans son cycle de vie d'entrepreneur. Ce que je veux dire par là, souvent les plus jeunes vont se mettre à construire. Des fois, aurait l'idée initiale de vouloir garder. C'est bien le fun de garder, mais à la fin de la journée, souvent ton équité reste dans l'immeuble. Alors, oui, on construit puis on crée un profit, on crée une équité qui existe le jour où on a fini, qu'on a bâti l'actif, qu'on l'a stabilisé. Mais souvent, le financement qu'on va aller chercher, on ne retirera jamais la valeur entière. On ne finance pas les immeubles à 100% de leur valeur. Malheureusement, je sais qu'il y a bien du monde qui aimerait ça, mais on n'est pas là, évidemment.
C'est très rare. Fait qu'à un moment donné, ce qu'on fait, c'est que si on a besoin des sous pour continuer à avancer, pour aller acheter d'autres terrains, pour mettre des mises de fonds sur des financements de construction pour aller construire, bien, deux choses. Soit qu'on va s'associer des gens pour faire rentrer des capitaux Des extérieurs. gens qui ont des capitaux, qui n'ont pas de temps pour faire des projets, mais qui veulent participer à ça. Okay. Ou sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on pèse sur le bouton, il est neuf, il est stabilisé, j'ai une belle clientèle. On va sur le marché et on obtient un bon prix en ce moment dans le marché. Fait que c'est les deux. Donc, les façons. gens, pour ne pas se casser la tête à faire la construction eux-mêmes, sont prêts à acheter du neuf à beaucoup plus cher que ce que ça coûte. Absolument. Alors, tu sais, ils n'auront pas la rentabilité que celui qui se les construit, mais ça reste un beau placement passif sur le moyen et long terme. Exact. Parfait. On a très bien répondu à la question. Marco Guérin qui nous arrive avec une question. Est-ce qu'un dossier pour une construction neuve, pour un immeuble, pour des commerces est semblable à celle du multilogement? Donc, si je vais dans le commercial, est-ce que le rapport, l'analyse du banquier va être semblable? Non. En fait, oui et non. À la fin de la journée, un financement immobilier, c'est toujours qui est en arrière de la transaction, la qualité de l'emprunteur, la qualité de l'actif qu'on construit. Que ce soit de l'industriel, un hôtel ou un bloc appartement, ça reste à la fin de la journée. C'est qui le construit, sa solidité financière, puis est-ce que le projet qui s'en va construire, est-ce que c'est viable dans le marché où on va le construire, puis est-ce qu'on est dans le marché? Est-ce qu'on a une qualité de construction? Maintenant, ceci étant dit, un projet multirésidentiel puis un produit commercial, ça s'autorise par des départements de crédit qui sont complètement différents. La SCHL ne s'implique même pas dans les dossiers commerciaux. On a le droit, il faut faire attention, il y a une petite nuance, on a le droit dans un immeuble à usage mixte, qu'on appelle, d'avoir jusqu'à maintenant 30 de proportion commerciale. C'était 25. Avant, c'était 20. Okay. Depuis le 15 mai dernier, ça on est un an maintenant, pratiquement. Depuis le 15 mai dernier, ça fait un an, on a le droit, ils nous ont monté de 20 à 30. Donc on parle bien parce qu'avant c'était un étage sur 5. Absolument. Maintenant c'est un étage sur 3. Absolument. Alors il y a une belle opportunité de marché là-dedans. Okay. Donc, mais ça reste que c'est un projet, c'est vu comme un projet multirésidentiel. À la fin, c'est un projet à proportion multirésidentielle qui est plus grande que le commercial. Si on passe le 30 ou si on est en commercial pur, on oublie la SCHL, on s'en va directement au commercial. Qu'est-ce que ça implique? Taux d'intérêt beaucoup plus élevé, des amortissements beaucoup plus bas. En commercial, les amortissements 15, 20, 25 dans les meilleurs dossiers, mais en général, en moyenne 20. Taux d'intérêt relativement beaucoup plus élevé qu'au résidentiel, amortissement plus bas et ratio prêt-valeur plus bas aussi. La moyenne en multirésidentiel, on peut théoriquement monter jusqu'à 85 %. En commercial, à 75, on a fini. Puis souvent, on sait, c'est 65, 55 à 70, c'est pas mal plus là où un dossier commercial se passe. Alors, initialement, qualité de l'actif, qualité de l'individu, mais l'underwriting des banques, l'étude du dossier est complètement différente. Complètement différent. Complètement différent. Parfait. On a une question de Daniel Luna. Tommy, prends-tu des dossiers de construction des maisons de Villeneuve? Et qu'est-ce que ça prend? Bon. Je pense que tu ne les prends pas à la base. Personnellement, je ne les prends pas à la base. Je connais bien comment ça fonctionne. C'est d'autres départements. Ça fait quelques années que je ne prends plus ce type de mandat-là. Il y a des très, très bons produits pour la construction neuve résidentielle non locative. Ça, on est dans du non locatif. Je ne fais que du locatif maintenant. 12 logements et plus, minimum de 2 millions de prêts. Parfait. Ceci étant dit, il y a des bons prêteurs, il y a des bons produits là, chez Desjardins, à la Laurentienne, plusieurs prêteurs, même au privé, il y a des bons Ça produits. lui prendrait quoi pour arriver à avoir ces capables de lever à ce niveau-là? C'est vraiment de la maison de ville? Un petit peu. Oui, maison de Villeneuve, qu'est-ce qu'il y aurait de besoin comme critère de... Ce qui ne change pas, c'est tout le temps la préparation. Il faut qu'on soit bien préparé en termes de nos documents personnels, de notre compagnie, nos preuves de mise de fonds. Un bilan, la preuve de l'argent, la preuve de mise nos de fonds. placements, Encore là, on construit quelque chose. Comment ça coûte à construire? Des bons coûts de construction, très très bien établis. Les faire vérifier, les faire signer par une firme externe? Bien, ça vaut la peine souvent, ou un consultant en cours, ça vaut la peine. Ensuite de ça, des bonnes évaluations agréées encore de la valeur de nos maisons. Parce que la banque va toujours faire un calcul entre ton coût de construction et la valeur que ça vaut à la fin pour calculer ton profit. Est-ce que ton profit est acceptable pour une maison de ville? Alors, les banques vont vouloir avoir un certain pourcentage de rentabilité. Puis, si c'est ça, bien, normalement, dans des produits comme ça qui sont dans la maison de ville, on va y aller avec des préventes qu'on appelle. Normalement, la banque va vous financer si on a des offres d'achat acceptées sur la maison. Parfait. OK? Je ne rentrerai pas plus dans les détails parce qu'il y a toutes sortes de produits qui existent là-dedans, mais juste peut-être garder en tête ce qui est important, d'être bien préparé. Parfait. Je vous rappelle que le concept, poser des questions, je sais qu'il fait beau les mordus, donc prenez votre temps, mais posez vos questions. Tommy a un autre rendez-vous tantôt, il ne sera pas avec nous encore longtemps. Donc, posez vos questions à Tommy. Je voulais vous rappeler
Le 24, j'ai déjà dit, là, je veux rappeler que c'est bien le 24, le lancement officiel du nouveau magazine numéro 11. On fait aussi le lancement de la nouvelle plateforme sur les mordus. Je vous en dis pas plus. Habituellement, je me laisse tenter à jaser pas mal. Là, je vous en dis pas plus. Une nouvelle plateforme de référencement sur le site des mordus d'immobilier. Yang Torres de Solution M va venir nous présenter ça le 24 aussi. La semaine passée, j'étais avec François. Oui, c'est ça. La semaine passée, j'étais avec François Bélanger de chez Selma Finance. Nouvelle formation de François qui va être donnée. C'est quelle date, Caro? Le 30 mai. Donc, François donne une formation « Comment devenir prêteur privé ». Vous pouvez peut-être suivre sur les réseaux sociaux. On a fait un petit clip qui explique exactement ce qu'on fait. Donc, si vous avez des questions, dépêchez-vous à les poser. On va parler avec Tommy. Donc, souvent, moi, je vais dire aux gens que plus ton prêt est gros, plus les intervenants vont être collaborateurs. Est-ce que c'est aussi vrai en construction? Disons que j'ai un bon nom, puis je suis habitué. Mais un contracteur qui veut un prêt de 2 millions versus il veut un prêt plus tard de 10 millions, est-ce que ça va être plus facile pour lui d'aller chercher de plus en plus gros? Est-ce que les intervenants, ça les excite plus? Ou rendu là, 2 ou 10 millions, ça ne change plus grand-chose? Non, ça change vraiment. Le marché, les projets sont de plus en plus gros, puis les coûts de construction sont de plus en plus élevés. Fait qu'il y a de plus en plus de projets qui sont relativement de moyenne à grosse grosseur, à gros montant. Quand je dis ça, je parle vraiment, là, en construction neuve, là, on est dans du petit dossier jusqu'à probablement à peu près 3 millions. Okay. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'appétit dans le marché en ce moment par les prêteurs. Les prêteurs, il faut comprendre, les banques, les prêteurs alternatifs, les fonds privés, ont quand même des objectifs relativement très importants en termes de volume d'affaires dans une année. Fait que c'est sûr que si on a le choix en faire des prêts de 5, 10, 15, 20 millions, ça mange plus vite leurs objectifs de fin d'année. Fait que les banquiers qui ont de l'appétit pour ça et qui sont bons là-dedans vont cibler surtout les dossiers un petit peu plus gros. Ceci ça va leur permettre d'aller plus vite dans leurs objectifs. Les banques, il y a des banques de construction qui sont plus ciblées là-dedans, ont des départements pour répondre aux plus petits projets. Alors, des projets de 500 000 à 3 millions, on ne les laisse pas tomber. C'est juste qu'il y a des départements à la banque qui vont s'occuper d'eux. Mais si ta question, c'est y a-tu plus d'appétit pour du plus gros projet, je te mentirais si je te dirais pas que non. Autant que moi en tant que courtier que comme l'industrie, directement les prêteurs. Tu sais, normalement, les dossiers là, de 3 millions et plus, c'est là où il y a plus d'appétit. Puis surtout, on a encore plus de latitude puis plus de produits un petit peu plus alternatifs pour venir créer là, de la valeur dans le petit. Des produits alternatifs à bas prix aussi. À prix relativement bas, honnêtement, dans le multirésidentiel. Ouais, puis honnêtement, dans le gros projet, quand on passe le stade du 10-15 millions, c'est là où on a accès à des firmes alternatives qui sont vraiment, vraiment intéressantes, qui viennent donner du levier pas si cher que ça pour des projets d'envergure. Entre le prêteur privé et le bancaire. Exactement. Good. Mais tant qu'à parler de taux, à quoi ça ressemble présentement là, les taux? Tantôt, on a parlé de différents types de financement. Tu as le financement terrain, tu as le financement bridge mezzanine, tu as le financement après ça long terme. Ouais. Les taux vont ressembler à quoi présentement? Là, Bon, si on le prend du début, un financement terrain, on peut aller chercher un prêt à la banque pour le prime rate. Prime rate qui est à 3,45 en ce moment. Le taux de base qu'on appelle, taux de référence. Avec des primes n'importe quoi entre 1,25 et 2 %. Alors rappelons ça prime plus 1,5. Alors on peut facilement aller financer du terrain 50, 60 65 dans les meilleurs dossiers, à peu près 5 de taux. Okay? Donc le prime plus... Prime plus 1,5, donc 3,45 plus 1,5, 4,95 demain matin. On peut aller chercher un bon financement de terrain. 4,95 à 5,45. On va être dans ces eaux-là pour du financement de terrain. Parfait. Même chose pour la construction. Une fois qu'on flippe au financement de construction, on va descendre d'à peu près d'une demi. On va peut-être être en plus autour de prime plus 1, prime plus 1,5, entre prime plus 1 et prime plus 1,5 pour la portion construction. Donc, ça reste à peu près dans les mêmes eaux. On peut se construire pour grosso modo 5 OK. Quand on arrive, c'est là que, exemple, si j'ai un projet... Donc là, si on est à 5 bancaire, le privé à 10 pas si cher que ça. Là. Non. Surtout s'il vient nous créer une belle opportunité. On entend souvent parler à des taux de 2,15, 2,5. Il semble loin, mais à 5 dans la construction, la gap, il est... Non. Surtout, il te fait sauver 2 mois, puis il te fait sauver des coûts ici, des surtout coûts le privé, dans des dossiers un petit peu plus petits, puis quand j'ai un peu plus petit, c'est pas des petits. Quand j'ai des dossiers, mettons, en bas de 3 millions, des fois, le privé, il faut comprendre qu'en financement de construction neuve, un produit de bois-brique, exemple très simple, sans ascenseur, sans garage intérieur, c'est relativement très rapide à construire. Donc, l'impact du privé, il ne faut pas toujours avoir peur du taux d'intérêt. S'il est là pour 4 à 10 mois, exemple, c'est pas cher.
ça ne devient pas bien plus cher que de se financer au niveau conventionnel. Des fois, le privé va aller plus vite, va prendre un petit peu plus de risques sur le ratio prix-valeur, peut décaisser rapidement, peut faire en sorte qu'on ne manque pas une opportunité. Puis en réalité, ce qui est important en prêt bloc appartement, c'est quoi, multirésidentiel? C'est ton vrai financement, c'est ton financement à long terme une fois qu'on a construit. Le prêt de construction, il faut le voir sur un prêt qui va être vivant entre 6 et 18 mois. La vraie dette, c'est le 30-40 ans qu'on va aller mettre après. Là. Exactement. Qui, elle, va être vraiment pas chère. Tu vas commencer à capitaliser, puis là, ça devient intéressant. Parce que le taux est beaucoup moins cher, puis en plus, tu capitalises. Fait qu'on a la construction qui va être à ça bancaire. On a le privé qui va se tenir entre 10 et 14, dépendamment du dossier. Puis ensuite de ça, le bridge, lui, peut se promener entre 6 et 10 pour venir nous bridger entre la banque et un privé. Puis ensuite de ça, on a nos taux hypothécaires à long terme. Je suis un gros fan du 10 ans en ce moment, mais tu sais, on a encore des 10 ans en bas de 3,5% en ce moment facilement, avec des amortissements de 40 ans. Pas cher, là. T'es signé un matin un 3,38, 10 ans sur 40 ans d'amortissement, je veux dire. En sachant très bien que les taux vont augmenter. Là. En sachant qu'on est dans une conjoncture économique où que probablement que les taux ils ont amorcé. Ben, c'est déjà fait. On est à 100 points de base plus élevé qu'on l'était il y a un an. C'est énorme, là, 1%. Là. 1%, Alors, sur le long terme, tu sais, je serais pas surpris que d'ici 2 ans, on en ait quasiment pris un autre. Tu sais, je pense pas que les taux vont augmenter d'un autre 2, 3, 4, 5%. Non, mais je pense encore 1%. Mais un autre pourcent sur un 12 à 36 mois, je serais vraiment pas surpris. Faites vous-même le modèle à la maison d'être une banque puis d'aller chercher 1%, 1,5% de rendement sur des hypothèques. Il n'y a rien de payant là. C'est pas là qu'ils font leur argent, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un gros volume, là, mais c'est pas l'endroit où ils ont le meilleur rendement. Donc, nouvelle question de Cynthia Labelle. Attends, on a tout fait le long terme, on l'a dit. Oui. Cynthia Labelle, pour vos prêts de construction, vous octroyez le prêt une fois le projet terminé ou vous donnez des déboursés? Ben non, on vous donne des déboursés pendant la construction, justement. On vous aide à construire. L'argent, si vous avez un projet, quand on dit 75% de financement des coûts, ce qui est important que les gens comprennent, c'est que, exemple, si j'ai un projet de 4 millions pour faire ça facilement, et que je vais chercher 75% de mes coûts, 4 millions de coûts, là. Alors peut-être que mon immeuble vaut 5 millions, j'ai 4 millions de coûts, alors la banque va me prêter 3 millions sur 4, 75%. Exact. Vous avez 1 million à mettre. Votre million, la banque va vouloir que vous mettiez le premier million dans le dossier. Hein? C'est votre argent qui rentre en premier. Une fois que vous avez investi votre premier million, Pas coupé, le chanceux. je reprends pour être sûr que les gens n'aient pas perdu le fil. Alors, on a un immeuble. Interrompu sur mon bord, mais Non, on n'est pas pire. on est parti. On est parti. Alors, je reprends mon même exemple. J'ai un immeuble qui vaut 5. J'ai des coûts de construction à 4. La banque va me prêter 3 à 75% de mon 4. On a 1 million à mettre. Ce million-là, ça va devoir être votre premier million. Vous l'injectez. Une fois que votre million est injecté, la banque va faire les déboursés progressifs à tous les mois pour compléter son 3 millions de prêt à elle pour votre 4 millions total. Mais oui, sinon, la banque ne servirait à rien. On serait rendu à la fin, on est loué, on embarque la SCHL tout de suite. Exact. Ça ne servirait à rien d'avoir un prêt bridge. Puis par ailleurs, il y en a pour une raison ou une autre. Soit vont faire affaire avec un privé comme toi, surtout un projet qui sont courts. J'ai des gens que je connais. Un 8 logements. Tu sais, un 8 bois briques qui se construit en 4 mois et demi, 5 mois. Là. Je veux dire, des fois, il y en a, on va même pas à la banque, on va au bridge. J'ai des clients qui vont se le construire avec leurs propres fonds. On va juste aller, on sauve les frais financiers. Puis à la fin du projet, dans 5 mois, on va mettre une dette à CHL. Fait que tu sais, ça dépend, tout ça est possible. Mais oui, absolument, on vous aide avec des déboursés progressifs dans la majeure partie du temps. Parfait, Cynthia. J'espère qu'on a bien répondu à ta question. Est-ce qu'on a d'autres questions? Gênez-vous pas, c'est le temps. On a un spécialiste, courtier en financement spécialisé dans le neuf. Donc, si vous avez des projets de neuf à faire, là, on reçoit des appels régulièrement au bureau. Manifestez-vous, c'est le bon temps. On avait-tu d'autres annonces à faire, Caro? Non. On avait-tu d'autres questions? Pas assez occupé, Jocelyn. C'est incroyable, hein, il fait trop beau après-midi. C'est trop beau. On se croirait encore l'après-midi. Pour ceux qui sont intéressés encore, l'abonnement au magazine Mordu, 49 $. Vous avez les 6 prochains numéros. Vous avez encore le temps pour recevoir le prochain avec Brigitte Lafleur. On parle de flip. Oh, une petite moto qui vient de passer. On parle de flip. Donc, on a JF Tremblay qui vient nous parler de ses techniques de flip. On a M. Lépine qui nous parle de flip ou de flop. On a Olivier Paré, Ghislain Larochelle, Jean-Luc Dion, François Bélanger, Jimmy Trouhomme. Avant ça? Ben, avant dimanche. Avant dimanche, il faut s'être inscrit. Donc, allez sur www.mordudimmobilier.com. Et on a encore du temps, Tommy? Moi, j'ai un autre 5 minutes. 5 minutes. Donc, si on a une question qui pop, là, on va y répondre. Est-ce que... Nick Fontaine, tu voulais financer un immeuble 2012-2015? Oui. 2012-2015. Tu Non. l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. OK. Il est 2012, il est 2015. Peut-on financer un immeuble 2012-2015
Avec un 40 ans et CHL, est-ce que la C'est CHL une va être super bonne d'accord question. là-dessus? C'est vraiment une bonne Parce que question. c'est pas du neuf, mais c'est quand même pas du vieux. Bon, là. c'est une bonne Et question. explique en même temps qu'est-ce qui va faire qu'on va aller à du 40 ans. Ça Ben, m'intéresse. c'est ça, je trouve ça, c'est une question hyper pertinente parce que c'est une zone qui est un petit peu grise, OK? Mais je vous donne en général qu'est-ce qu'on peut faire. Le 40 ans va vraiment être réservé pour les immeubles qu'on appelle neufs. C'est quoi un immeuble neuf? C'est un immeuble qui a moins de 2-3 ans. Parce que des fois, surtout, tu sais, on vient 2012 trop vieux, vient de 2015 financer un on immeuble serait chanceux. de 120 logements ici il n'y a pas longtemps. On a mis 18,5 millions dessus. On y avait un immeuble qui avait 1 an et demi, 2 ans, mais en réalité, c'est un immeuble neuf. Notre année et demie, 2 ans, c'était ma période de stabilisation. Alors, il faut louer ça, ces 120 appartements-là. Donc, on l'a mis en place. Une fois qu'on a eu ça, on est allé à la SHL, puis on s'est fait reconnaître qu'on était dans un immeuble dans son premier cycle. On a eu notre 40 ans. Je vous dirais que jusqu'à 2-3 ans, en théorie, jusqu'à 5, on peut encore s'asseyer. Puis on est vraiment dans le neuf. Passé 5 ans, gardez en tête, on va avoir du 35 assez facilement. Le 35 est maintenant relativement facile à aller chercher. Mais passé là, Le 35 va se rendre jusqu'à 10 ans, à peu près. 10 ans. Pour les immeubles neufs, là. Si on est à 10, là. Mais ce qui est le fun en ce moment, c'est que l'ouverture, elle s'en vient de plus en plus grande. Les gens qui ont de l'usager, il ne faut pas se décourager. J'ai eu plusieurs dossiers dans l'existant que quand il y a un vrai, très bon travail qui a été fait au niveau des rénovations, je ne parle pas de changer les armoires Ikea, là. On fait un travail au niveau, on refait la plomberie, on refait l'électricité, toiture neuve, fenêtre neuve, nouveau balcon, nouvelle porte patio, on fait une belle job de maçonnerie, on ramène notre immeuble, travaux de fondation s'il y a besoin. On a plaidé du 35 ans sur des immeubles qui avaient 30 ans d'âge, mais qui ont vraiment eu un vrai revamping. On a réinvesti dans la propriété. La CHL respecte ça et est ouverte à faire du 35 ans pour de l'existant. Parfait. Mais sinon, en théorie, gardez que Sinon, dans le neuf, c'est 25 jusqu'à 10 ans, ou 30. 35, puis 5 ans et moins, on peut avoir du 40. Dans le neuf, automatique, j'ai du 40. Donc plus vieux que. Fait que peut-être, lui, sa 10 question, ans. c'était quoi? C'était 2012? 2012-2015. 2012, on serait serré pour du 40. Là, on est rendu à 6 ans. 2015, je serais relativement confiant. Mais 35 ans, dans ces deux cas, on serait certain. OK. OK. On a une question de Nicolas Ray. Qui est le plus grand connaisseur de Scotch en immobilier multilogement entre Jocelyn, Nicolas et Tommy? Je connais pas le background de Scotch de Jocelyn, mais j'aurais tendance à dire moi. Ouais? Moi, je suis pas pire. Non, là-dessus. moi, je suis quand même assez nouveau. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à goûter au Scotch. Mais j'en bois une tasse, par exemple. Moi, j'ai été dans un club privé de dégustation pendant à peu près 7-8 ans, quand j'avais dans ma fin vingtaine, il y a à peu près 10 ans de ça. OK. Je suis toujours resté un grand amateur. Je trouve que c'est un produit magnifique qui est à découvrir. C'est comme les bons vins. Ouais, Il y a une ben, belle c'est ça. panoplie de produits. J'avais jamais C'est aimé le intéressant à ça Scotch jeune, whisky. puis c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'ai jamais aimé le Scotch whisky. Puis quand j'ai fait l'ouverture des bureaux ici, j'ai un ami qui est arrivé, il m'a offert une bonne bouteille. Ouais. Je disais, oh, pas sûr. Il dit, on va la boire ensemble, puis tu vas aimer ça. Je t'amènerai quelque chose, Et c'est bon? puis, Sachant que t'aimes ça. j'ai fini par prendre goût. Et c'est pour ça qu'on a une petite surprise pour chacun de nos invités. Alright. Salut Nick. Oh, les soirées privées. Ben oui, dégustation, soirées privées. Ouais. Vous allez voir bientôt, on est en train de mettre en place des dates. Vous avez vu la belle terrasse à l'arrière. On a de la place pour recevoir 50, 60, 70 mordus à la fois. On va faire des événements uniques, privés, groupe restreint. Je pense que c'est une trentaine de personnes qu'on a décidé qu'on recevait à chaque semaine. Donc, chaque semaine. Pardon? Dégustation de whisky Scotch. Ouais, on va avoir station de dégustation whisky Scotch avec des professionnels qui vont le faire. On va avoir durant le live, c'est ça? Hein? C'est pendant le live ça se passe? Durant le live, on va faire le live à l'intérieur. À l'extérieur, il va y avoir la dégustation puis l'activité. Donc, vous allez pouvoir assister au live. Venez voir comment ça se passe au bureau des mordus. Participer au réseautage VIP que ça va procurer à tout le monde. Donc, soirée privée, vérifiez les réseaux sociaux. Puis on a DNYS, Denis? OK, Denis, ben oui, il faut savoir. Peut-on utiliser la garantie collatérale pour financer une construction d'une maison neuve? Ben oui, c'est quand même assez facile, là, construire une maison neuve, utiliser l'équité qu'on a déjà sur des immeubles en garantie collatérale. Je pense que... C'est pas quelque chose que j'utilise dans mon type de produit, mais dans les plus petits immeubles, je pense qu'il n'y aurait pas trop de Ouais, résistance. c'est toujours Le facile. collatéral devient, c'est comme la mise de fond. Là. Donc là-dessus, les mordus, Tommy a d'autres rendez-vous. Je pense qu'on vous en a donné pas mal, malgré le beau temps aujourd'hui. On aurait peut-être préféré rester assis. La prochaine fois, on le ferait évacher dans les sofas. On va être mieux. Donc, n'oubliez pas nos événements privés. Notez à votre agenda, super important, le jeudi 24 mai, lancement du nouveau magazine. Personnalités vont être sur place. L'Aurac, le vestibule,
le café-théâtre et la tomate blanche du 10-30, je pense que c'est les 4 meilleurs restaurants du 10-30, vont nous offrir station de dégustation, service de vin, cocktail de bienvenue à tout le monde. Il va y avoir des hoodies tout partout pour tous. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible via Messenger en tout temps. On se revoit mercredi prochain avec Benoît Poulain de chez CBRE. C'est un rendez-vous. Dîne avec lui demain. Ah ouais? C'est drôle.